Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires réalisé avec le réseau VIA et les télévisions locales de France et la presse quotidienne régionale, puis Territoire d'Info avec l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Guillaume Pelletier, le vice-président des Républicains, qui sera notre invité en direct sur ce plateau. Enfin, Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un tout petit instant. Le bac 2019 encore et toujours au menu de ce premier reportage du JT, alors que l'ensemble des copies corrigées ont été remises et que les résultats sont tombés, les élèves et les parents montent désormais au créneau. En cause les conditions dans lesquelles les épreuves se sont déroulées, mais aussi la notation qui pour certains reste très obscure. Ils sont nombreux à dénoncer un manque d'équité entre les bacheliers et entendent désormais saisir la justice pour que la partialité visible soit levée, disent-ils. Reportage à Montpellier de Christophe Chez de Via Occitanie. Placé sous le signe de la contestation, le bac 2019 ne fait pas que des heureux. En pleine polémique sur les notations, certains candidats contestent les résultats, à l'image de Joshua. Je n'ai pas compris, j'ai eu 4, alors que tout le long de l'année, c'était totalement incohérent. Tout au long de l'année, j'ai eu des notes plutôt acceptables, 14-15. Et c'est le cas pour plein d'autres, des amis à moi qui ont 18 vraiment très très bons élèves, qui ont eu d'ailleurs été admis mention très bien, qui ont eu 18 en SVT toute l'année et qui se retrouvent avec un 9. Alors que d'autres qui ont eu un niveau plutôt moyen, se retrouvent avec des 12, des 13, c'est incohérent. Un sentiment d'incohérence défendu face à un médiateur au rectorat de Montpellier, en présence de représentants de parents d'élèves. Tous dénoncent un manque d'équité entre les bacheliers et s'interrogent sur les disparités générées au niveau des mentions. Il me semble impératif que les parents se mobilisent, y compris de ceux qui ont eu leur baccalauréat, et tant mieux et bravo. En revanche, il y a des candidats qui espéraient une mention, qui n'ont pas obtenu. Ça a un impact très important et parfois assez terrible pour l'entrée de certaines écoles. Des parents bien décidés à saisir la justice en déposant une requête auprès du tribunal administratif afin que ce qu'ils considèrent comme une partialité visible soit levé. Le groupe ArcelorMittal a investi plus de 300 millions sur le site de Florange depuis 2012. Un investissement qui se tourne vers les technologies et l'industrie de demain. Et Jean Rotner, le président de la région Grand Est, a pu visiter le site et saluer son engagement industriel. Regardez ce reportage de Timothy Girard de Via Mirabel sur place. Ces rouleaux peuvent peser jusqu'à 30 tonnes et renferment chacun environ 3 km d'acier. Sur le site d'ArcelorMittal, ce sont chaque année 2,6 millions de tonnes qui sont produites dans 11 filières de production différentes, notamment pour l'automobile et l'emballage alimentaire. Un site au savoir-faire reconnu mondialement et qui, pour rester dans la course, n'hésite pas à se moderniser, notamment en se tournant vers le digital. Comme tout grand groupe, on est confronté aujourd'hui en tant qu'industriel à réfléchir véritablement à l'avenir. Donc l'avenir aujourd'hui se construit à partir de ce moment-là, dès aujourd'hui. C'est difficile, mais c'est également une opportunité. On a beaucoup d'intelligence collective dans nos collaborateurs qui ont déjà vu différents types de changements au fur et à mesure des révolutions industrielles. La chance de cette transformation digitale, c'est qu'elle existe dans la vie quotidienne. Donc il faut avoir la capacité de pouvoir la dupliquer et dans le domaine professionnel. Réduction des émissions carbone ou encore intelligence artificielle, deux grands enjeux d'avenir pour lesquels le groupe n'hésite pas à investir plus que prévu initialement. Un engagement salué par le président de la région Grand Est. Arcelor avait promis 180 millions d'investissements sur le territoire nord-lorrain. Aujourd'hui, on a plus de 300 millions. Je crois que c'est assez exemplaire et il faut le dire, quand ça marche bien, quand la confiance est là, eh bien l'industriel va souvent plus loin que ses promesses. Sur le site de 550 hectares, le groupe Mittal illustre ce virage de modernité avec cette future ligne de galvanisation d'une capacité de 800 000 tonnes. Coût de cette installation supplémentaire, 89 millions d'euros. Elle sera opérationnelle à la fin de l'année 2019. Sauver des vies grâce aussi à la technologie pour apporter le plus vite possible les premiers gestes qui pourront sauver des vies. Les équipes du SAMU 44 ont déployé Sauve Life, une application permettant de déclencher des citoyens sauveteurs auprès des victimes d'arrêt cardiaque. Plus d'explications avec les équipes de Télé Nantes dirigées par Dominique Luneau. Regardez.
Diminuer le nombre de victimes d'arrêt cardiaque, c'est l'objectif des équipes du SAMU 44 qui ont déployé l'application Sauve Life. Là, on vient de recevoir une alerte pour un arrêt cardiaque à proximité d'un restaurant en périphérie de Nantes. Mes collègues sont en charge là, de, pour l'instant, déclencher les secours professionnels et puis nous allons déclencher les citoyens sauveteurs via l'application Sauve Life. Cette application permet de faire intervenir des citoyens sauveteurs auprès des victimes d'arrêt cardiaque. Objectif, apporter le plus rapidement possible les gestes de survie avant même l'arrivée des secours. On a 50 000 morts par an en France d'arrêt cardiaque avec seulement 5% de survivants. On pourrait faire beaucoup mieux. Des pays nordiques vont de 20 à 40% de survivants. Pourquoi ? Parce qu'ils réalisent 2 gestes immédiatement avant même l'arrivée des secours professionnels, le massage cardiaque et la défibrillation. L'application géolocalise en temps réel les citoyens volontaires se trouvant à moins de 10 minutes à pied du lieu de l'urgence cardiaque. Elle leur notifie par SMS l'urgence et les dirige vers la victime une fois la mission acceptée. Et donc on peut suivre via l'application les sauveteurs dans leur intervention et les appeler également pour les guider à chaque étape de la prise en charge de la victime. Quand on fait un arrêt cardiaque, le problème c'est la mort cérébrale, le cœur ne fonctionne plus, le cerveau n'est plus irrigué et on meurt. Et donc plus vite on fait repartir ce cœur, plus vite on assure le massage cardiaque, plus vite on a des chances de survie. Un massage cardiaque réalisé dans les 3 minutes augmente le taux de survie de 70%. En Loire-Atlantique, 1300 personnes meurent chaque année d'un arrêt respiratoire. Depuis 1 an dans les Vosges, le groupe Livio et ses entreprises du BTP font des dépistages aléatoires de stupéfiants et des tests d'alcoolémie auprès des salariés pour lutter contre les addictions et les accidents du travail. Le but, c'est la prévention, les dangers et assurer la sécurité des salariés. Et Anthony Sapp pour Via Vosges s'est rendu sur place pour regarder comment ça se passe. Regardez. Il est 6h du matin, les salariés de l'entreprise Bontempi au Val d'Ajol s'apprêtent à rejoindre leur chantier de construction ou de rénovation. Mais avant cela, 2 d'entre eux vont être choisis au hasard pour un dépistage de stupéfiants et un test d'alcoolémie. Bontempi appartient au groupe Livio qui a décidé en 2018, en partenariat avec le laboratoire Spinalia Analysis, de lancer des tests réguliers et aléatoires pour, avant tout, protéger ses salariés. Nous, c'est les chutes de hauteur, bien entendu. C'est le premier risque dans le bâtiment. Au niveau des engins, après, c'est les heurts, les écrasements avec les collègues. Un chauffeur doit avoir les yeux en face des trous, comme on dit. Voilà. Depuis quelques années, le législateur nous donne la possibilité de le faire. Donc on a été formé et habilité à mettre en œuvre les tests. Et puis derrière, c'est vrai que pour la prévention, le message, puisqu'on en parle très librement dans l'entreprise et depuis quelques années maintenant, on a des retours plutôt positifs. Le dépistage, c'est pour de la prévention avant tout, et pas du tout pour de la répression. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place. Ensuite, lorsqu'une personne est dépistée, elle va être accompagnée pour pouvoir se sortir de son addiction s'il y a une addiction. Depuis 1 an, une 50aine de tests ont été réalisés et certains se sont révélés positifs. Pas vraiment une grande surprise dans la mesure où le groupe Livio avait au préalable, avec le soutien de la Croisée, centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, lancé un questionnaire auprès d'une centaine de salariés. 120 personnes ont été interrogées. Et sur ces 120 personnes, nous avons eu exactement, je dirais, les statistiques de la consommation de stupéfiants, française, c'est-à-dire à peu près un effectif de 10% de consommation régulière, voire à risque, dans l'entreprise, sur le cannabis, de la consommation d'alcool, à peu près 13 personnes, et puis quelques cas rares de cocaïne et d'héroïne. Livio joue donc la carte de la prévention, invite ses salariés à parler pour mieux les accompagner, s'appuyant sur une statistique assez parlante. Stupéfiants et alcool seraient la cause d'un accident du travail sur 5. Pour mieux comprendre les pratiques de consommation alimentaire, des chercheurs du LEGO, le laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest, travaillent depuis 9 mois et enquêtent sur les pratiques en termes d'alimentation durable. Pour guider les consommateurs dans cette démarche, ces chercheurs, avec les étudiants, élaborent une application dédiée au territoire du pays de l'Orient. Regardez ce reportage de Fanny Coconnier de TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Mangez-vous des produits de saison, faites-vous vos courses à vélo, recyclez-vous vos déchets, autant de gestes du quotidien qui entrent dans le champ d'une alimentation durable.
9 chercheurs des universités de Bretagne-Ouest et de Bretagne-Sud ont enquêté auprès de 500 consommateurs. C'est vraiment le quotidien qui nous intéresse et que nous, après, on va retranscrire en fait dans des outils qui permettent de le mesurer à une échelle plus vaste. L'université s'appuie sur les citoyens, mais veut aussi les faire bénéficier de ses connaissances. Les chercheurs développent une application pour guider les consommateurs du Pays de Lorient sur la voie d'une alimentation durable. On est parti vraiment des besoins utilisateurs. Donc on a fait en fait une étude, des ateliers avec des habitants du Pays de Lorient qui nous ont décrit ce que c'était en fait qu'un outil numérique idéal pour les aider à aller vers une alimentation plus durable. Parmi ces consommateurs tests, William, pour ce Lorientais, l'alimentation est un sujet essentiel. Il a voulu s'impliquer dans l'élaboration de cette application qui pourrait lui faciliter le quotidien. Le bouche à oreille fonctionne pas mal, mais pas toujours suffisamment. Et puis c'est beaucoup d'énergie avec le bouche à oreille. Donc c'est vrai que des sources d'informations qui permettraient de trouver plus facilement en local de la nourriture accessible et de qualité et dans sa qualité de production, c'est sûr que ce serait un sacré plus. L'université recherche 800 habitants du Pays de Lorient pour la tester à partir de janvier 2020 avant de généraliser sa diffusion. Voilà, dans un instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale, puis le club de la presse avec Thierry Dupont et Guillaume Doyen. A tout de suite. Voilà, la une de Vaucluse Matin, à la fin, c'est Tapi qui gagne. Saveria, bonjour. Bonjour, c'est une immense surprise. La décision est tombée hier. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Bernard Tapie et tous les autres prévenus dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui opposait l'ancien président de l'OM au Crédit Lyonnais. Pour le tribunal, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette sentence définitivement annulée au civil ait été surprise par la fraude. Le tribunal a donc relaxé également l'actuel patron d'Orange, Stéphane Richard, qui était lui poursuivi pour complicité en tant qu'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, l'ancienne ministre de l'économie, qui a, elle, été condamnée fin 2016 pour négligence par la Cour de justice de la République. Et puis à la une de la République des Pyrénées, un des quotidiens du groupe Sud-Ouest, encore de très violents orages dans la région. C'est un déluge qui s'est abattu hier sur la Bigorre, grêle, pluie torrentielle. Les intempéries ont ravagé les cultures à Camelles, Bazillac, Vic. Le vent et la grêle ont causé des dégâts dans les champs, couchant notamment les maïs dans un couloir de 2 km de large. Le réseau électrique a également subi des dégâts, notamment liés à la foudre. Les Hautes-Pyrénées n'étaient plus hier en vigilance orange, uniquement en vigilance jaune. Puis à la une du Télégramme, plastique, le défi des industriels. Depuis des années, les industriels bretons de l'agroalimentaire tentent de réduire le plastique qui sert à conditionner leurs produits, barquettes, pots et autres pailles, autant de déchets difficiles à recycler et coûteux pour l'environnement. Un véritable défi car il faut également respecter les normes sanitaires, mais aussi préserver les qualités nutritionnelles des aliments. La une de Ouest France, c'est une nouvelle écotaxe pour les avions et les camions. C'est dans l'actualité et ça fait du buzz ce matin. Absolument, la nouvelle est tombée hier. La France va mettre en place une écotaxe de 1,50 € à 18 € sur les billets d'avion dès 2020. La Corse, l'outre-mer et les vols en correspondance ne seront pas concernés. Une taxe qui devrait rapporter 182 millions d'euros qui seront consacrés à des investissements pour des infrastructures de transport, notamment le ferroviaire. Le gouvernement va également réduire l'avantage fiscal qui est accordé aux transporteurs routiers sur le gazole. Pour ces professionnels du transport, ce nouveau tour de vis fiscal au nom de la lutte contre la pollution ne passe pas. À la une de l'Ardennais, ce sont des buralistes guichetiers pour la SNCF. Ils vont vendre des tickets maintenant. Voilà, vous pourrez bientôt acheter vos billets de train chez le buraliste. 5 régions test vont proposer ce service dans un premier temps. C'est la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, la Normandie, les Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une manière pour la SNCF de répondre à la grogne des clients face à la baisse du nombre de guichets, à la fermeture des boutiques. Et pour les buralistes, c'est aussi un moyen de continuer à se diversifier. Merci Saveria, tout à l'heure, troisième partie d'émission avec vous sur l'actualité parlementaire au Sénat. Tout de suite, c'est le club de la presse. Thierry Dupont, Guillaume Doyen sont avec nous.
Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Une magnifique une de la Gazette avec un orchestre d'ailleurs perché sur des vélos. Culture, comment mieux riguer les territoires. Et puis un papier aujourd'hui sur le jour de carence, une économie moins importante que prévu. En fait, on va parler d'absentéisme dans la fonction publique dans un instant. Ce qui n'est pas votre cas, vous êtes là ce matin sur notre plateau. Et je ne suis pas fonctionnaire. Et puis Marseille avec un papier de l'Express de Thierry Dupont. Ça tombe bien, vous êtes sur ce plateau pour nous en parler. Lors de son implantation, le sénateur du Rassemblement national veut créer la surprise lors des prochaines municipales. Il s'agit du sénateur Ravier. Voilà, on va en parler dans un instant. On va commencer avec vous d'ailleurs. Marseille. On a eu sur ce plateau, à votre place même d'ailleurs, il y a quelques jours, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. On ne parle que de Marseille dans l'actualité. Le Point a consacré un très grand entretien qu'a réalisé Jérôme Cordelier de Jean-Claude Gaudin, le maire sortant, qui a l'air toujours d'ailleurs en activité. Je le confirme. Vous confirmez. Pourquoi Marseille, comme ça, fascine autant Alors, les journalistes politiques, pour commencer. Parce que c'est une ville qui est vraiment à une bifurcation, comme le dit la présidente de la métropole, Martine Vassal. On sait que le maire, Jean-Claude Gaudin, ne se représente pas. La ville est dans un état qui prête à débat. Hein. Beaucoup de gens disent qu'elle n'est plus gérée depuis longtemps, que vraiment il y a des gros problèmes, on le sait, il y a des problèmes de propreté, d'insécurité, voire de pollution, problèmes de transport. Elle a besoin d'un nouveau souffle. Ce sera sans doute l'enjeu des prochaines municipales de mars 2020. Or, aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui est en... Stéphane Ravier, là, dont je parlais, le sénateur, il fait partie de ce qui pourrait être... Eh bien, écoutez, si on regarde les chiffres, le Rassemblement national fait des scores très importants à Marseille depuis très longtemps. Et si vous prenez par exemple les dernières européennes, il arrive en tête, il est le parti qui arrive en tête dans la ville avec 26%, devant la liste Renaissance de Madame Loiseau. Et surtout, il dépasse 35% dans 6 des 16 arrondissements. Donc, il y a quand même la possibilité pour lui de créer la surprise. Alors, ce n'est pas fait. Parce que d'abord, les élections européennes ne sont pas des élections municipales, mais il y a quand même un risque, si jamais les autres forces politiques n'arrivent pas non pas à s'entendre, mais en tout cas à présenter une offre attractive pour les électeurs, les citoyens de Marseille, ils en ont vraiment ras-le-bol de la situation de la ville, et ils sont prêts à donner un grand coup de balai dans le système politique. Alors Thierry Dupont, vous écrivez, vous, dans ce papier que vous faites sur Marseille, l'épouvantail des quartiers nord, que désormais même les cités, le choix du Rassemblement national, là-bas, n'est plus tabou. Guillaume Doyen, ça vous paraît vrai, ça? Qui est un spécialiste des élus. Ce qui me paraît tout à fait probable, en tout cas... envisageable, c'est que l'état de délabrement de la ville et d'un certain nombre de quartiers et d'équipements publics, rappelez-vous quand même que l'effondrement d'immeubles a provoqué un nombre élevé de morts, 8 morts tout de même, est susceptible en effet de lever une opposition, y compris au sein des quartiers qui rejoindraient le Front National, y compris au sein des cités. C'est tout à fait crédible, je le pense, oui. Vous avez la personnalité du sénateur, qui est un type qui est sur le terrain, qui est engagé au Front National depuis l'âge de 16 ans, donc très connu dans la région, qui est né dans les quartiers nord de Marseille. Et aujourd'hui, il dirige. Alors c'est plus lui aujourd'hui, c'est sa nièce, mais il a conquis en 2014 un secteur, le 13e et le 14e arrondissement, où vous avez d'un côté des cités qui sont souvent gangrénées par le trafic de drogue, l'insécurité, et puis autour de ces cités, vous avez ce qu'on appelle les noyaux villageois, qui sont des petits bourgs, vous avez des quartiers pavillonnaires, et les gens se regardent avec une grande méfiance aujourd'hui. Et l'insécurité est telle dans certains quartiers que, y compris dans les cités, les gens n'en peuvent plus. Certains disent on est incarcérés chez nous, parce que vous ne pouvez pas circuler librement, parce qu'il y a les dealers, les guetteurs, les règlements de compte, la violence et tout ça. Ouais, les élections se font beaucoup sur des programmes locaux et sur des personnalités locales, là, bien plus... encore plus que les précédentes élections municipales. Ça va être encore plus marqué. D'où ce phénomène que vous décrivez. Ouais, et on verra bien. Aujourd'hui, vous avez vu que celle qui est présentée un peu comme la dauphine de Jean-Claude Gaudin, qui est Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône et également de la métropole, elle a tendu la main à La République En Marche pour essayer de faire dès le premier tour une alliance pour contrer justement le Rassemblement national. J'ai une question à vous poser, Thierry Dupont. Donc, vous êtes allé à Marseille, vous venez de faire ce papier donc, sur ce qui s'y passe. Vous dites Martine Vassal, alors elle est à la tête de la métropole. C'est plus intéressant d'être à la tête de la ville de Marseille, d'être maire de Marseille que président de la métropole. J'ai cru comprendre le contraire pour Lyon, en tout cas.
Oui. Donc, expliquez-moi là, parce que qu'est-ce qui est... Elle n'est pas encore un homme politique, quelqu'un qui veut exercer des responsabilités. Elle n'est pas encore officiellement candidate, mais il est clair que si elle se présente à la tête de la métropole en 2020, elle voudra faire un ticket avec quelqu'un qui... vraisemblablement, elle ne pourra pas cumuler. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Je pose la question à Guillaume Doyen, spécialiste des élus. Est-ce que c'est d'être maire aujourd'hui d'une grande ville ou est-ce que c'est d'être président de la métropole? C'est le cas pour Bordeaux aussi. Nicolas Florian, qui a succédé à Alain Juppé, est maire de Bordeaux, n'est plus président de la métropole, alors qu'Alain Juppé l'était. Guillaume Doyen, expliquez-nous. Je vais vous dire tout simplement, les métropoles sont constituées de manière extrêmement différente. Parfois, la ville-centre est vraiment énorme et réussit à contrôler, si vous voulez. La métropole, c'est une intercommunalité en réalité. Et parfois, la ville-centre est plus petite, si vous voulez, et en réalité, elle a du mal à contrôler. Cas différents en fonction. Il y a des cas différents et il faut regarder. Et puis en clair, à la métropole, vous avez généralement d'énormes moyens financiers. Ouais. Et à la mairie, vous avez le lien avec les habitants. Vous êtes vraiment pas le père de la nation, mais vous êtes le père ou la mère de la ville. À portée d'engueulade. Oui, bien sûr. Et donc, il y a deux choses, deux enjeux, tensions différentes. Effectivement, si vous voulez avoir le plus de pouvoir et le plus de budget, de moyens financiers, généralement, on choisit la métropole. Mais pour être vous savez qui est le patron de la métropole de Lille? Il y a peu de gens qui le savent, quand même. Pour l'instant, c'est Damien Castelin, élu d'une petite localité. Mais qui est connu, c'est Madame la maire de Lille. Oui, alors, bien sûr, donc cas de figure encore différents. Oui. Guillaume Doyen, pour être de toute façon patron de la métropole, il faut être élu maire, quelque part. Alors oui, mais c'est un suffrage indirect, par fléchage, selon un modèle un peu complexe, pour l'instant, un peu complexe, mais qui est encore comme ça, si vous voulez, tant et si bien que le citoyen identifie malheureusement un peu mal parfois son patron de la métropole, sauf quand il est aussi l'élu de la ville-centre. Alors, on revient dans un instant sur le papier que l'Express a fait cette semaine sur François Baroin, qui danse avec le destin, son destin. On en parlera dans une minute avec vous, Thierry Dupont. Je voudrais qu'on revienne à vous, Guillaume Doyen, sur l'absentéisme dans la fonction publique. C'est un vrai problème. Est-ce qu'on n'a pas évolué beaucoup sur ces affaires-là ces dernières années? Oui, et bien parfois on évolue politiquement ou en tout cas culturellement en mal. On se dit, en fait, ce qui différencie l'absentéisme entre la fonction publique et le privé, c'est le statut. Plus on est sous statut, plus on s'arrête facilement. Alors d'abord, c'est pas démontré du tout. Dans l'étude que vous présentez, ça l'est pas. Voilà. Dans la fonction publique, l'année dernière, le gouvernement a fait sauter ce qu'on appelle, a remis le jour de carence. Donc le premier jour d'arrêt maladie n'est plus indemnisé. Il en attendait plus de 200 millions d'euros d'économies. Ça visait les arrêts très courts. Il en a eu beaucoup moins, dans les 150 ou 160 millions d'euros d'économies. Et les deux parlementaires dont parle le papier, les deux parlementaires marcheuses qui sont intéressés au phénomène, Valérie Petit, Sandra Motin, relèvent notamment qu'il est difficile d'avoir en réalité des chiffres précis sur l'absentéisme dans la fonction publique, notamment territoriale. Donc, en réalité, on mène un certain nombre d'études dont on a du mal à tirer des conclusions fiables. Mais aujourd'hui, moi, ce que je pense, mon point de vue, c'est que se demander si on est malade parce qu'on est sous statut fonctionnaire, trop malade, ou parce qu'on est dans le privé, est-ce que c'est totalement pertinent? Alors qu'il faut, en réalité, faudrait plutôt comparer des métiers, si vous voulez. Est-ce que, mettons, les boueurs du privé est plus souvent malade que les boueurs du public? Il faut comparer quand même des choses qui sont plus logiques. C'est que dans le privé, quand vous êtes cassé physiquement, vous êtes foutu dehors, tandis que la fonction publique, elle ne vous met pas dehors. Ce qui peut différencier, si vous voulez. Donc ces analyses de l'absentéisme sont, comme le rappellent les deux députés, extrêmement complexes. On ne dit plus éboueur, on dit agent de maintenance. Non, on dit reaper. On les appelle les reapers. Oui, je dis éboueur pour que ça plus... Qu'on comprenne. Voilà. Merci Guillaume Doyen. François Baroin danse avec son destin, avec le destin. Dans l'Express, un papier d'Éric Mandonnet là-dessus. Au fond, c'est celui qu'on a toujours attendu, à droite. Et puis, les choix qu'il a faits l'ont contraint de ne pas être Macron compatible au début du quinquennat, c'est ça? Pas seulement les choix qu'il a faits. Il y a eu des occasions manquées avec le destin. Rappelez-vous, il était promis à un poste de Premier ministre lorsque Nicolas Sarkozy est revenu à la tête des Républicains en 2016. François Fillon avait aussi plus ou moins prévu d'en faire son Premier ministre. Et puis, lorsque la campagne présidentielle a commencé et que les ennuis sont tombés sur François Fillon, il a été vu comme le plan B, un possible plan B. Rappelez-vous, dans cette... le combat pour les législatives.
perdu d'avance, d'ailleurs. Oui, mais avant même on a cru à un moment qu'on pourrait débrancher François Fillon et mettre François Baroin à la... Vous l'avez cru? Non, mais certains y ont cru, croyez-moi. Donc voilà. Et après, bon, il a quand même mené la bataille des législatives, effectivement. Aujourd'hui, il est réfugié à l'Association des maires de France. Réfugié, il est le président. Il regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, les Républicains sont dans une situation d'un marasme incroyable. Il a conseillé à son ami Christian Jacob de se présenter à la présidence du parti. Et certains y voient peut-être le signe d'un intérêt grandissant pour se remettre en condition pour 2022. Il a des chances, François Baroin, de revenir en condition pour 2022, comme dit Thierry Dupont, Guillaume Doyen. Il a renoncé à rien, François Baroin, en fait. En réalité, là, il est à l'AMF, qui a un poste quand même très intéressant dans les circonstances... Association des maires de France. Oui, des maires de France, qui joue un grand rôle aujourd'hui. Donc il a un poste très intéressant. Il a renoncé à rien. Il a été, je pense, profondément meurtri par la défaite de son camp en 2017. Et il a un peu de mal quand même à se remettre à cheval, à rattaquer. Il n'y a pas un certain Édouard Philippe sur sa route? Il y a plein de gens. sur sa route. Si vous voulez parler des relations d'Édouard Philippe et de François Baroin. Oui, la jupéiste et François Baroin, c'est pas. Oui, puis surtout ce qui va de mieux. Il y en a un qui est resté fidèle à sa famille et l'autre pas. Voilà. Mais je pense, il est encore assez jeune, évidemment. Il attend encore son heure, sans dire précisément quand il réattaquera. Vous restez avec nous, messieurs. Thierry Dupont de l'Express, Guillaume Doyen, qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions. On va regarder ensemble la météo des territoires. Alors là, c'est bleu, bleu, bleu partout. Vous regardez la météo avec nous. On se retrouve juste après. Tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Voilà, on va poursuivre sur les Républicains, puisque dans un instant, c'est Guillaume Pelletier, le vice-président des Républicains, qui est notre invité politique dans Territoire d'Info. Avant cela, on va se rendre du côté du reste du monde, ce qui s'y passe. On part aux États-Unis, où un nouveau candidat démocrate à l'investiture de l'élection présidentielle, Tom Steyer, un milliardaire engagé pour le changement climatique, s'est fait connaître. Et puis on va partir en Italie, où Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, se rend, vous allez le voir sur ces images, sur un ancien centre pour les migrants à Sicile, à Mineo, et il y fait des déclarations fracassantes. On se retrouve après, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Il avait failli y aller il y a quelques mois avant de renoncer. Cette fois, c'est sûr. My name's Tom Steyer. I'm running for president. Tom Steyer est le 24e candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle 2020 aux États-Unis. À 62 ans, ce milliardaire philanthrope très investi dans la lutte contre le changement climatique n'est pas un inconnu du monde politique américain. Grand collecteur de fonds et donateur du Parti démocrate, un militant des droits humains qui défend ce qu'il présente dans son clip de candidature depuis longtemps.
Je pense que ce que les gens croient, c'est que le système les a abandonnés. Je pense que les gens croient que les entreprises ont acheté la démocratie, que les politiciens ne se soucient pas d'eux ou ne les respectent pas, qu'ils ne les font pas passer en premier. Face caméra, Matteo Salvini prend la pose devant ce qu'il reste du centre d'accueil de demandeurs d'asile de Mineo en Sicile. Le ministre de l'Intérieur italien se félicite. Il avait promis de le fermer. C'est aujourd'hui chose faite. Au printemps 2017, j'ai eu l'idée de séjourner ici afin de voir de mes propres yeux les conditions de vie. Nous nous étions engagés à fermer ce qui était une entreprise représentant des centaines de milliers d'euros par jour. Des paroles, nous sommes passés aux actes. Un an après le rapprochement historique et la signature d'un accord de paix entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki, sur le terrain, la situation est loin d'être réglée. À l'image de la région contestée de Badmé, à la frontière, ou encore l'accès de l'Éthiopie au port érythréen, toujours en suspens. La joie de rencontrer tes parents après 20 ans, ça n'a pas de prix. Je souhaite que ce bonheur continue, mais ouvrir la frontière puis la fermer, ce n'est pas bien. Je veux y aller et revenir comme je veux. Même s'il faudra attendre la confirmation des analyses ADN, ces archéologues russes et français sont presque sûrs d'avoir découvert les restes de Charles-Étienne Gudin, un général d'Empire, mort au combat il y a 200 ans, ami d'enfance de Napoléon. C'est un général qui a fait toute sa carrière militaire, qui est mort au combat, qui est mort en Russie. Une des dernières personnes à l'avoir vu, c'est Napoléon, donc c'est très important. Et c'est le premier général retrouvé de l'époque de Napoléon.